parole à Aurélie maintenant. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous dites, vous, par rapport à la chance en amour? Alors, je pense qu'il n'y a pas que la chance aussi, il y a la réalité de l'amour. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai trouvé l'amour, je sais que je m'étais trompée. Donc moi, j'ai rencontré mon premier conjoint, j'avais 15 ans. Et quand il m'a quittée, j'en avais 28. Et j'étais dans la croyance que ce que je vivais, c'était de l'amour. J'ai fait 2 enfants, parce que c'était logique. Et je pensais que j'étais heureuse. Et en fait, je me suis bien rendu compte, une fois que je me suis retrouvée toute seule en faisant une petite introspection, que en fait, j'avais tout simplement suivi le modèle de mes parents qui, finalement, ont divorcé 2 ans après moi. Mmh. Mais c'est lui qui vous a quitté ou vous? Oui, c'est lui, mais je pense que si on m'avait laissé un peu plus de temps, parce que j'avais peut-être des choses à régler avec moi avant, je l'aurais fait peut-être quelques mois ou années qui auraient suivi, certainement. Mais là où on peut dire peut-être que vous avez su provoquer votre chance, c'est qu'après, vous avez su changer de modèle et vous avez osé rompre avec justement les croyances familiales. Ah oui, tout à fait. Ah oui, là c'était plus que nécessaire pour pas repartir dans ces schémas-là et faire mon histoire et aller vers ce que je croyais, l'amour, le vrai, quoi. Oui, parce que c'est quand même ça aussi que vous dites souvent dans le livre, Christophe, c'est qu'on peut vivre des choses qui sont pas ce qui nous convient. Bon, mais ce qui fait qu'on va avoir de la chance, c'est parce qu'on n'y reste pas figé et on accepte de changer de prix, enfin de lunettes, si je puis dire. En fait, toutes les expériences de vie, elles nous font grandir. C'est ce qu'on pourrait appeler l'évolution, hein, tout simplement. Et vous avez une chance de le faire maintenant dans cet espace-temps pour vous, parce que moi, je croise des personnes passées 60 ans qui, quand elles regardent dans le rétroviseur de leur vie, ne sont que alimentées par des remords et des regrets. Celle d'être passée à côté de plein de choses élémentaires, d'avoir joué un jeu, etc. Donc, moi, je trouve que vous avez plutôt fait, entre guillemets, votre coming out psychique assez tôt, en fait. Donc, c'est une vraie chance. Et de toute façon, la chance, c'est quoi? C'est quand on arrive à quelque chose de meilleur. C'est incrémental, c'est petit à petit, touche par touche. En fait, on s'améliore, on améliore des choses dans notre quotidien. Là, vous l'avez dit précédemment, bah ouais, là, je vis en fait le vrai amour, le grand. Bah peut-être qu'avant, c'était un entraînement. Ça posait quelques bases, ça vous confrontait à vous-même, etc. Mais c'était un plus. C'était peut-être la toile du trampoline. Et aujourd'hui, vous arrivez à être tout là-haut, quoi. Ah oui, les choses arrivent par hasard. Je pense que si j'avais croisé l'homme de ma vie à cette période-là, je l'aurais certainement, même si j'avais été célibataire, je ne l'aurais certainement pas vu parce que j'étais pas prête, parce que j'avais pas fait tout ce travail d'ailleurs sur moi et ça m'a pris quelques années pour... Oui, vous auriez peut-être pas eu assez confiance en vous, vous auriez peut-être eu trop peur qu'il vous quitte et donc vous n'auriez peut-être pas accepté de vous engager dans cette relation. Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est ce que je disais avant à Brigitte en off. Quand par exemple vous êtes, moi je sais pas, j'ai un chat, quand je dois lui faire un peu là le coiffer, etc. les poils, quand il est super énergique, etc. Vous allez avoir un coup de griffe, un machin, il va bondir dans tous les sens. Alors que si vous décidez de le coiffer un peu plus tard dans la soirée et qu'il est zen de toute sa journée, là il va se laisser faire, etc. C'est exactement la même chose dans la vie. Quelquefois on veut forcer le destin. Moi, je crois qu'en fait, on est tous engagés sur une rivière. On est des kayakistes. Et il y a des gens qui veulent forcer, aller contre le courant. Ceux-là, ils se mettent en défaut, ils vont contre eux, ils jouent contre eux. Certaines personnes forcent le coup de pagaie pour faire comme tout le monde. Et d'autres donnent juste un petit coup de pagaie, par-ci, par-là, juste pour réajuster les choses. Ça, c'est les petits événements de la vie, mais ils restent fidèles à eux-mêmes. Donc voilà, il y a un moment pour tout. Et votre moment, il était un peu plus tard dans votre vie. Ouais. Et ça, c'est au moment où j'ai arrêté les gros coups de pagaie que j'ai trouvé mon homme. Voilà. Oui, et peut-être que dans votre première relation, donc de 15 ans à 28 ans, vous avez tout fait pour que ça marche, pour vous êtes peut-être même renié un petit peu, et puis ça n'a pourtant pas marché. Donc tout simplement parce que c'était pas votre chemin de vie amoureuse.
Exact. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christophe Hague, mais moi, j'ai tendance, quand, par exemple, j'ai un rendez-vous qui s'annule, et pas de ma faute, hein, je me dis toujours, c'est que soit c'était pas le moment, soit c'est pas la bonne personne. C'est exactement ça. C'est une question de moment. Et après, de cet instant-là, comme de par hasard, moi je dis souvent, le hasard ne frappe jamais par hasard. Dans cet instant-là, il va se passer un autre truc. À nouveau l'inattendu, ou alors peut-être que ça va être l'opportunité pour vous de faire quelque chose. Vous dites tiens, j'avais pas trop envie d'aller vers ça. Je prends un exemple tout simple. Vous attendiez à faire une super réunion, à vendre un projet, etc. Cette réunion tombe à l'eau. Vous avez 2 heures de votre temps. Vous allez peut-être faire des petites tâches administratives que vous n'auriez pas eu le temps de faire précédemment. Vous faites une espèce de mise à jour des choses un peu rébarbatives et après hop, vous repartez du bon pied. Donc ces temps-là, ils servent toujours à quelque chose. Et en plus, on est dans une société qui est dans la suraction. Regardez, même quand on converse, il n'y a pas de silence. C'était Jean-Paul Rouve, récemment sur le plateau de Laurent Delahousse, qui avait imposé, je crois, 30 secondes de silence. Pour quelqu'un de la télé, c'est dérangeant, etc. Je trouve que voilà, quand quelque chose s'annule, ça nous permet aussi de retrouver une lucidité de soi. Ces moments de silence qu'on a aujourd'hui qualifiés comme étant des non grata, quoi. Ouais, enfin, à la radio, un moment de silence, tout le monde se dit oh là là, l'antenne ne marche plus et on zappe. Hein, c'est quand même. On fera le test. Je suis pas sadique quand non, mais à la télévision, il reste l'image. Il reste l'image. Ouais. À la radio, je vous assure, il reste plus rien. Il faut vraiment pas faire même 3 secondes de silence, c'est très très long à la radio, je vous assure. Oui, je crois d'ailleurs que vous parlez de la procrastination dans votre livre. Hein. C'est aussi quelque chose qui n'amène pas la chance. Hein. Non, parce que derrière, à un moment, c'est quand on saisit pas une opportunité. À nouveau, on revient sur ce qu'on disait précédemment, à l'instant T, qu'on reporte systématiquement. On loupe plein de trains et en plus, ça a une incidence psychique et physique. Donc il y a tout un tas de ça vient atteindre notre morale, ça peut nous faire vivre des choses dépressives, il y a de l'angoisse, des points d'angoisse qui apparaissent également, et en fait on fragilise notre posture en faisant ça. Donc les procrastinateurs, on est dans une société où on dit souvent c'est cool, ça fait cool de tout reporter. Ces gens-là se mettent aussi en danger psychique. Donc mieux vaut, il y a quelque chose à faire, faisons-le maintenant, quoi. Et c'est un cadeau qu'on s'offre. Oui, et d'ailleurs, c'est certainement parce qu'il y a une part de nous qui n'est peut-être pas consciente, mais qui se sent un peu pas bien parce qu'elle n'a pas réglé tel problème, elle n'a pas fait telle chose, etc. Et finalement, on se crée de l'anxiété, on se crée des choses négatives. Et comme vous parlez tout à l'heure de vibration, c'est une mauvaise vibration qui finalement va s'imprégner en nous. Et qu'est-ce qui amène la vibration en réalité, si vraiment on va au fond des choses? En fait, c'est le jeu. Quand on est procrastinateur, on refuse le jeu. On n'est plus joueur. Ce fameux jeu de l'enfant, on est un peu insouciant, on n'a pas de règles, il n'y a pas de dictat, de la mode sur soi, la petite enfance, où on n'a pas tout un tas de personnes qui nous chuchotent les bonnes choses à... Et je trouve qu'on est dans une société où on sacrifie le jeu au nom du sérieux. Et je crois que tous ces espaces-là, on peut même s'en amuser. C'est-à-dire quand il nous arrive, où il y a quelqu'un qui vient pas, ou un rendez-vous manqué, etc., un peu d'autodérision. Et à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote. À nouveau, c'était quelqu'un des forces spéciales américaines qui était dans un avion. Il devait avoir une mission dans un endroit très précis de la planète. Et ils avaient confisqué en fait le jet privé d'un baron de la drogue. Et ils se retrouvent là-dedans en mission, la nuit, etc. Boum, une panne moteur. Donc là, il y a le pilote qui commence à avoir 2-3 coulées de sueur, qui ruissellent comme ça sur sa tempe. Boum, deuxième panne moteur. Et là, il se dit, on va mourir en fait. Et là, d'un coup, la personne que j'ai interrogée, donc il y a un grand militaire, commence à se marrer. Il commence à se foutre de moi. Tu vas voir, demain, sur les chaînes américaines, il y aura les forces spéciales américaines mortes dans un crash stupide, etc. Et ils commencent à se foutre d'eux-mêmes à fond. Ce sont des gélotophiles, donc des personnes capables d'autodérision. Et en faisant ça, dans ce grand moment de solitude, même s'ils sont à plusieurs, ils ont trouvé la solution. Il y a eu quelque chose de libérateur en fait. Ils n'étaient pas constipés par la pression. Dans l'angoisse et dans la peur, ça a lâché quelque chose. Les endorphines, l'humour, même l'autodirigetion, c'est vraiment des pompes à endorphines. Le cerveau a pu refonctionner, ils ont pu trouver la solution. Ils étaient créatifs, ils ont trouvé une manœuvre, etc. Donc rions des choses qui nous arrivent, essayons de nous amuser de ça, et ça nous donnera de l'énergie pour penser des choses belles.
Alors Aurélie, vous êtes en couple et ça va bien depuis combien d'années maintenant alors? 4 ans. 4 ans, oui, donc c'est déjà une belle histoire qui s'est installée. Vous êtes... Parce qu'on a saisi une chance. Mais absolument. Et alors ça a été, dès le moment où vous l'avez vu, vous avez intuitivement senti que c'était un homme pour vous? Oui. Bah oui, mais c'était pareil, c'était pas programmé, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés sur Internet avec des paramètres qui n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire que nos recherches étaient plus près de chez nous et en fait, jamais à plus de 200 km de là où on vivait. Oui. Et l'application est allée me chercher plus loin. Et on s'est dit, en discutant, bon, mais tant pis, si c'est comme ça, c'est que peut-être qu'il faut qu'on se rencontre. Et après quelques semaines de discussion, on s'est enfin rencontrés et ça a été difficile de se quitter. D'accord. Et donc vous avez accepté d'élargir, si je puis dire, ce que vous aviez pourtant fixé Oui. et la chance est arrivée. Mais parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est ce qu'on dit, c'est que si ça devait arriver, c'est que c'était comme ça, c'était écrit quelque part. Mais vous êtes restée ouverte justement à ce hasard heureux. Ah mais oui, lui aussi du coup. Et alors du coup, il y en a un des deux qui a déménagé, j'imagine. C'est moi. D'accord, vous êtes rapprochés et vous êtes heureuse avec lui. Ben écoutez, on vous souhaite plein de bonheur et merci d'avoir témoigné beaucoup. en tout cas sur Sud Radio.